Le Plateau étant un quartier cosmopolite, avec des populations aux réalités très diverses, les enjeux collectifs y sont complexes, ce qui nécessite d'autant plus une conversation publique saine et constructive. Les assemblées citoyennes offrent l'opportunité rêvée pour les habitants d'un quartier de se rencontrer et d'échanger sur les questions qui les affectent tous, et ce en présence de leurs élus. Impliquer davantage les citoyens dans la gestion de leur municipalité permet aux citoyens de mieux comprendre ces enjeux et permet d'offrir du support et un accompagnement précieux au travail des élus. En plus d'offrir une transparence budgétaire essentielle à la pratique d'une démocratie saine, les assemblées citoyennes sont des occasions en or pour créer des liens communautaires solides et enrichir grandement la vie de quartier. Nous sommes donc fiers d'annoncer que grâce à la collaboration entre plusieurs groupes communautaires et avec l'appui de l'arrondissement, nous avons réussi à organiser la première assemblée citoyenne du Plateau Mont-Royal depuis de nombreuses années. Elle se tiendra le 28 septembre 2019 au centre des services communautaires du monastère à côté du métro Mont-Royal. C'est parti pour la démocratie participative. À nous le Plateau! Bonjour. Alors, je vais essayer de vraiment d'aller vers les idées clés qu'on a mis de l'avant. On était juste deux dans notre groupe, donc sûrement qu'on a manqué des angles. On va peut-être aller rajouter après si on en a manqué, qu'on trouvait important. Alors, la première idée avec laquelle on est venu, c'est qu'il faut absolument déconstruire l'idée selon laquelle la densification veut dire médiocrité, veut dire pas de milieu de vie, veut dire du béton, veut dire juste des tours de 80 étages. La densification, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, et la densification, ça permet aussi de libérer de l'espace, que ce soit pour des espaces verts, pour des centres culturels, des centres communautaires. Donc, ça, c'est vraiment notre première étape vers la densification, dans le fond, du plateau. Ensuite, quand on a parlé de densification, on a parlé vraiment de diversité en termes de type de bâtiment, en termes de type d'usage, que ce soit à l'intérieur même des bâtiments, mais aussi dans les secteurs. Donc, d'abord peut-être des plus petits bâtiments avec des plus grands bâtiments, pas juste comme du très très haut partout. En termes de mise en œuvre, ce qu'on a proposé, c'est d'identifier vraiment des endroits qui sont inutilisés, inutilisables ou vacants, pour en faire un peu des projets pilotes, des exemples, pour contribuer un peu à cette déconstruction du mythe de la densification c'est laid, c'est poche, c'est plate. Donc, des projets pilotes qui seraient contrôlés ou gérés par des organismes communautaires. Donc, vraiment pas dans une logique de privatisation du bâti, mais plutôt dans une logique de co-gestion, que ce soit par des organismes communautaires ou par des citoyens. Excusez-moi, je vais essayer de voir si j'ai oublié des choses, parce que c'était vraiment ça l'essentiel de ce qu'on a discuté. Oui, je pense que c'est vraiment ça. Donc, en résumé, la densification joyeuse qui fait que ça permet d'être un outil de transition et de résilience, donc de repenser la densification pour qu'elle soit utile, agréable et pertinente. Voilà. Ça nous prend beaucoup de choses. C'est pas très simple. On a parlé de passage à l'électrique, on a parlé à la fois de production moins polluante, mais aussi de diminution de l'utilisation. On a parlé, oui, de ce que les citoyens peuvent faire, mais aussi, surtout, de ce que des réglementations peuvent amener à ce que des grands groupes industriels fassent, et aussi l'aide que certaines réglementations peuvent donner aux citoyens sur les décisions qu'ils prennent finalement. Donc d'arrêter de culpabiliser les citoyens pour les choix qu'ils prennent au jour le jour, puis vraiment prendre ça dans une perspective un peu plus globale là, de c'est quoi les choix de société qu'on fait. On a parlé d'achat local, on a parlé de mesures éco-énergétiques pour nos maisons, d'investissement, de recherche dans les énergies propres, de désinvestir dans le pétrole pour investir là-dedans. On a parlé de solaire. Donc, qu'est-ce que ça nous prend? Ben, ça va un peu dans beaucoup de sens. Et puis, on a eu une petite réflexion sur les ressources, puis on se disait d'ailleurs que nos élus et nos candidats, dans un quartier comme le Plateau, devaient être vraiment des voix, à la fois au sein de leur parti
et aussi auprès des grands groupes industriels, puis de toutes sortes d'autres acteurs, pour porter vraiment, évidemment, les préoccupations des gens du plateau, qui est quand même une des concentrations de gens progressistes les plus élevées un peu partout. Et donc de porter cette voix-là auprès des groupes de lobby, mais aussi au sein de leur parti pour amener un peu plus de cohérence. Parce que des fois, on a des partis qui prennent des positions qui promettent des grandes avancées environnementales et qui, finalement, de l'autre côté, continuent de subventionner des industries très polluantes. Donc, on trouvait que... oui, c'est breaking news! Breaking news! Donc, on se disait que les élus du plateau avaient vraiment un rôle à jouer là-dessus. Finalement, dans les étapes un peu plus concrètes là, de vraiment le jus qu'on veut sortir de ça, on avait, dans ce qui était important, la gratuité du transport collectif, l'accessibilité à des systèmes de chauffage à géothermie, parce qu'en ce moment, c'est beaucoup trop cher. Donc, l'accessibilité individuelle, mais aussi collective. On avait d'encourager les modes de gestion en coopérative, entre autres pour les outils, par exemple, développer des outils tech. Et 30 secondes, pas de problème. Et finalement, l'autre truc vraiment important qu'on voulait mettre de l'avant, c'est d'avoir des conseils citoyens sur le plateau pour la justice socio-écologique qui vraiment prennent en charge ces enjeux-là et les portent tout au long de l'année, pas juste en campagne électorale, pour le bien-être de tous. Merci. Sur transition écologique et alimentation. Je vais essayer de me rappeler de tout ce qu'on a discuté, il y avait beaucoup de choses. On parlait beaucoup de financement, du manque de moyens, puis en même temps qu'une des stratégies serait de financer des initiatives, ou qu'il y a beaucoup d'initiatives déjà existantes, donc de les financer. On a parlé aussi de l'aspect des lois, la réglementation, donc coercitive, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient être atteintes si on avait par exemple des lois contre le gaspillage pour les commerces, ça c'est quelque chose qui semblait faire assez consensus. On a parlé aussi comme vous, de comités citoyens, donc là on pensait que peut-être justement la CDC qui nous accueille pourrait coordonner tout ça. Du leadership de la SDC au niveau des commerces, la Société de développement commercial. Donc il pouvait y avoir des collaborations comme ça entre les commerces, les grandes enseignes, les petits commerces bio, vrac, etc., la ville, et les citoyens. Oui, on a eu vraiment plein d'idées, fait que je vous inviterai à venir voir mes exemples des systèmes d'emballage réutilisable dans le quartier, s'inspirer par exemple de la tasse d'André, le compost, interdire les produits chimiques, législation sur le plastique, des rues sans auto, puis encore une fois il y avait beaucoup d'initiatives locales existantes qu'on a mentionnées et peut-être avoir justement une cartographie de ce qui existe déjà et faire en sorte qu'on puisse s'impliquer en tant que citoyen, donc à différents niveaux en tant que citoyen, les élus et aussi les autres paliers gouvernementaux pour aller vers une transition écologique. Puis je mentionnerai aussi l'aspect de justice sociale qu'on a beaucoup discuté, donc que la transition écologique c'est pas juste pour les riches, puis qu'on ne veut pas que justement le plateau devienne un quartier de riches, mais soit un modèle en termes de transition socio-écologique. Une idée qui est excitée plusieurs fois dans notre groupe, c'était de participer avec et d'agrandir une ferme juste hors ville, sur les bonnes terres qu'on pourrait utiliser, et aussi avoir un service qui pourrait nous amener régulièrement pour l'amener en groupe, pas que ce soit juste l'individuel qui doit conduire là-bas pour ramener des produits fraîches. Moi, j'ai mis pour organiser ce sujet régulièrement, j'ai mis mon information de contact. Alors, moi, je pourrais donner l'espace avec mon organisation école.
Alors, si vous voulez rester en contact et parler avec les autres gens qui veulent mettre en marche et développer cette transition écologique-là sur l'alimentation, vous pouvez venir voir le papier pour mon courriel et puis l'adresse où je pourrais avoir ces rencontres régulières. Super, merci. Et ces temps-ci, il n'y avait pas de grand taux de participation dans ce groupe, malheureusement. Donc, on a parlé beaucoup de processus pour pouvoir inclure et solliciter ces voix dans le futur. Donc, qu'est-ce qui fonctionne bien? Il y a des bonnes initiatives de départ des groupes communautaires, comme Solidarité Mountain Park, comme on a aussi comme l'hébergement des itinérants et des réfugiés dans le Royal Vic, sur l'hiver. Il y a des bonnes intentions du part des partis, autant municipal comme fédéral comme provincial. On parle de le désir général d'être diversifié, d'inclure ces voix. La communauté elle-même du plateau est diversifiée. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est que des fois on adresse des problèmes de communautaires par accident en traitant d'autres enjeux, comme on parlait de sans-abri, on adressait un peu les problématiques qui touchaient la communauté autochtone. Puis on voit une évolution générale du discours public, comme on change les mots qu'on utilise par exemple. Par exemple, en anglais, on n'utilise plus Aboriginal, mais on utilise Indigenous pour parler des groupes autochtones. Ce qui fonctionne moins bien, c'est la représentation des minorités dans les milieux politiques et dans les postes décisionnels dans ces partis. On voit aussi que les espaces physiques qui ne permettent pas l'utilisation partout, on parle par exemple de mobilité réduite, que les espaces physiques, ça reste pas comme vraiment partage par la communauté. On voit aussi qu'il y a une certaine. C'est pas qu'il y a un manque de solidarité du part des groupes communautaires, mais c'est pas comme au front dans la considération. Là, on parle de logement, on parle de différentes choses qui touchent la communauté, oui, c'est bien, mais on doit toujours faire ça de façon intersectionnelle et ça a une certaine lacune présentement. Ça, il y a un manque d'analyse intersectionnelle dans les décisions qui touchent les groupes marginalisés. Une minute. Oh, une minute, ok, super. Bon. Bon, et les ressources qu'on a besoin pour améliorer la situation, c'est vraiment de l'argent, d'une certaine analyse intersectionnelle dans les décisions qui sont faites, peut-être des législations qui mènent vers ça, un dialogue non performatif et une reconnaissance du mal fait par les groupes. On n'a pas consulté les groupes marginalisés. Et oui, que toute législation et tous les groupes qui font des décisions considèrent les groupes qui seraient affectés par ces décisions dans le conseil administratif. Je vous encourage à lire. Bonjour, donc je vais faire un résumé et puis après on va rajouter les points que je vais avoir oubliés. Alors, moi je dirais qu'il y a surtout 2 points qui sont ressortis de nos discussions. J'étais pas en discussion le matin et on n'était pas beaucoup non plus, on était comme 4-5 au travers de la journée. Mais je pense qu'il y a 2 points qui sont ressortis, c'est le point diversité et solidarité. Alors, quand on parle de diversité, ce qui est ressorti, c'est qu'il faut avoir des réponses qui sont adaptées aux différents types de situations. Donc, il y a différents types de situations de pauvreté. Il peut y avoir différentes raisons qui amènent à une situation de pauvreté. Donc, c'est de les prendre en compte dans la réponse qui est apportée. Aussi, diversité en type de réflexion, disons, donc avoir des réflexions pour les problèmes court terme, mais aussi donc des réponses peut-être plus systémiques pour le long terme, pas rester toujours dans la logique. Oui, il faut répondre aux besoins de sécurité alimentaire, de logement dans l'immédiat, mais ça prend aussi une réflexion sur le long terme. Et puis en termes de solidarité, donc ce qui est ressorti, c'est qu'il faut vraiment que les situations de pauvreté, les situations d'itinérance deviennent une question qui est partagée par l'ensemble de la communauté. Donc il y a un sentiment de solidarité qui s'installe entre les différentes situations socio-économiques. Ça passe évidemment par une meilleure connaissance de la situation, donc ça peut être en créant des groupes mixtes, par exemple. Un bon exemple qui est ressorti dans la discussion, c'est à la Maison d'Aurore, où vraiment il y a des gens de différents milieux socio-économiques, de différents types de situations de pauvreté qui se mélangent. Donc c'est vraiment bénéfique à ce niveau-là.
Et puis, d'avoir un tissu social qui est fort, donc d'avoir des communautés d'entraide aussi, qui permettent aussi des fois de répondre à des besoins de manière non monétaire. Donc, il peut aussi donner un petit coup de pouce à ce niveau-là. Merci une minute. En fait, dans le fond, on a beaucoup parlé aussi, comme tu disais, de solidarité. Peut-être créer des espaces où on peut échanger, discuter comme ici, mais même au quotidien. Ça peut peut-être aider à tisser comme un lien de communauté. On a aussi parlé donc, de tout ce qui est aussi alimentaire. On s'est dit qu'il y avait des terres parfois qui étaient un petit peu inoccupées, puis essayer de voir un petit peu si on peut faire peut-être des jardins collectifs sur ces terres-là. Bien sûr, c'est sûr que c'est des projets un peu flous et vastes comme ça. On a aussi parlé de tout ce qui était les organismes communautaires. Comme il y a beaucoup d'organismes communautaires, mais on ne sait pas forcément quand les utiliser, comment les utiliser. Donc ça viendrait un petit peu au point de vue de la communication et de la visibilité de ces organismes. Et ça viendrait bien sûr aussi aller chercher un petit peu les personnes qui sont les plus vulnérables, qui sont parfois dans la rue et qui ne savent pas forcément vers où s'orienter et ce genre de choses-là. Donc là, ça touche vraiment la communauté de ne pas rester comme enfermé dans son logement et d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au-delà. Parfait. Quelques éléments. Dans le plateau, on a eu beaucoup d'espaces verts, de bancs et de tables qui se sont rajoutés, qui sont très appréciés des aînés. Il y a des activités qui ont été créées pour faire des activités intergénérationnelles qui sont très appréciées, et il y a certaines cohortes qui marchent très bien. Et la loi qui empêche l'expulsion des 70 ans et plus à revenu faible a été très importante. Maintenant, on peut voir que tout ce qui ne marche pas, la sécurité financière, l'accès au transport adapté et autres problèmes avec la STM, l'entretien des trottoirs, la hauteur, etc., le nettoyage, le sentiment de déracinement qu'ont un certain nombre d'aînés qui craignent d'être expulsés du plateau, soit parce qu'ils sont locataires et que leur loyer augmente beaucoup et que les propriétaires, surtout des gros propriétaires qui achètent des immeubles au complet et qui mettent tout le monde dehors, commerce et locataires, et aussi des propriétaires qui sont là depuis plusieurs années ou qui ont investi dans leur petite propriété et qui voient les taxes monter et qui, à un moment donné, se disent qu'ils ne pourront plus être dans leur quartier. Or, ils veulent rester dans leur quartier et garder une qualité de quartier. Alors, il y a l'accès à l'alimentation, le manque de CLSC cliniques dans certaines parties du plateau, comme l'ouest du plateau, il n'y a plus de CLSC, il n'y a plus rien. Les hôpitaux ont fermé et c'est presque un désert médical. Alors là, voilà, et le problème de l'écart de revenus, quand on passe de la vie professionnelle à la retraite, ça fait une adaptation assez importante. Les aînés, comment on va les définir? On peut les définir à partir de 50, de 55, de 60 en montant. Mais on s'est dit qu'il fallait regarder aussi les aînés. Les aînés sont des gens en forme, qui veulent continuer à être actifs dans la société, qui ce sont des gens importants. Donc, en fait, ce qui fait la différence dans les aînés, c'est j'ai toutes les capacités physiques et mentales, et à un moment donné, la vieillesse prend le dessus, puis j'ai moins de capacités physiques et mentales. Et c'est surtout ça qui fait la différence. Alors, mais c'est dans cette optique-là qu'il faut regarder. Ce qu'on souhaite, notre rêve, c'est d'appartenir à une communauté où nous sommes reconnus comme citoyens à part entière, de marcher sur le trottoir sans nous faire bousculer, de connaître et d'être reconnus par nos voisins, d'avoir accès à une nourriture de qualité et abordable à moins de 500 mètres de la maison, vivre dans une mixité intergénérationnelle et sociale. On souhaite continuer avec vivre à toutes les générations et pas être mis de côté, et aussi avec tous les gens qui ont toutes sortes de revenus. Que nos voix soient prises en compte à tous les niveaux décisionnels et qu'on atteigne le seuil de faible revenu pour les gens qui vivent seuls. Le seuil de faible revenu au Canada, c'est 29 000 $, et il y a des personnes âgées vivant seules qui n'ont pas ça, qui sont loin de ce revenu-là. Alors, ce qu'on propose de faire, c'est d'avoir des infrastructures adaptées, des lois qui protègent les aînés et mise en place de ces ressources. Ce qu'on voudrait, c'est qu'avoir des représentants, non seulement un ministère des aînés ou une commission des aînés au niveau municipal, provincial, fédéral, mais que chacun de ces niveaux-là mette un représentant des aînés dans chacun des organismes pour que chaque fois qu'il y a une question, une décision qui est prise, un futur règlement, une future loi, on tienne compte de qu'est-ce que les aînés, de quoi les aînés ont besoin, est-ce que ça leur nuit ou est-ce que ça leur profite? Ensuite, des centres. Pardon?
voilà, c'est important. Ok. On veut avoir de la prévention dans la qualité de vie des futurs et des aînés, et on veut des centres locaux spécialisés pour aînés, de sorte que là on retrouve toute l'information. Tout cela, c'est vraiment beau de voir plein de gens amoureux du plateau d'être présents aujourd'hui. Alors, ce qui marche bien dans les petits commerces, là, et on réalise que c'est l'accessibilité, la proximité. On vit dans un quartier hyper dense, donc c'est facile d'aller se déplacer dans les commerces, en transport actif, en transport en commun, à pied, à vélo et autres. C'est des lieux de socialisation, c'est l'âme de nos quartiers, de notre quartier. Les gens aiment aller, ils tiennent à leur commerce. Ils défendent bec et ongle face aux Amazones de ce monde, bien qu'ils commandent aussi beaucoup en ligne. On est parmi les pires au Québec. Là, on commande énormément en ligne sur le plateau de Montréal. On devrait peut-être faire un petit examen de conscience là-dessus. On a aussi la chance d'avoir 3 grosses SDC, Saint-Laurent, Saint-Denis, l'avenue Mont-Royal. Il y a aussi des associations volontaires de commerçants qui sont sur des plus petites commerçantes ou des commerçants qui ont décidé de ne pas fonder de SDC du nom de mode. Donc, il y a vraiment un tissu commerçant très fort. Et ce qu'on fait moins bien, par exemple, c'est peut-être la gestion des travaux, aviser les commerçants quand il y a des travaux, la spéculation foncière, la concentration même de la propriété foncière dans les locaux commerciaux, c'est un grave problème. On a souvent cité chez eux la vie tantôt, leurs oreilles ont dû citer à quelques reprises dans la journée. Nos solutions, on aimerait ça voir une régie des baux commerciaux, donc un peu sur le modèle de la régie du logement, où on serait en train de contrôler ces baux commerciaux-là, qui en ce moment sont incontrôlés et les propriétaires peuvent les doubler n'importe quand. On veut revoir la taxation foncière, continuer de descendre les taux de taxation des commerçants, peut-être y aller de manière plus ciblée pour les petits commerçants, parce qu'il y en a certains, comme les Chez de la Vie, qui eux pourraient peut-être payer leur inoccupation. Ça fait partie des solutions qu'on aimerait voir aller de l'avant. Et on souhaite aussi aider à développer un projet pilote avec l'ensemble des SDC qui pourraient mettre leurs biens sur une plateforme en ligne pour combattre les Amazones de ce monde. On veut améliorer l'accès à l'information pour les différents commerçants, pour faire des travaux, mettre un guichet unique en place pour que tout le monde se parle à un même endroit. Et aussi, bien sûr, avoir des compensations financières quand il y a des travaux. Mutualisation des services et des ressources pour les commerces, donc mettre, disons, se partager des services d'un notaire, d'un avocat, se partager de l'équipement, se partager une voiture de livraison ou un vélo cargo peut-être. Voir aussi le zonage, donc s'assurer que les commerces et les boutiques soient au rez-de-chaussée, puis en deuxième, troisième étage, avoir d'autres vocations, que ce soit résidentiel ou hôtel particulier. Et la prochaine étape, c'est bien sûr d'aller à la commission de la Ville de Montréal qui va se pencher sur les locaux commerciaux vacants. Donc, c'est un rendez-vous à tout le monde qui s'intéresse à cette question-là, d'y aller très prochainement et de soumettre au SDC toutes ces belles idées pour qu'ils les mettent en place et les revendiquent de manière rémunérée. Alors, nous, on veut, d'entrée de jeu, on a comme une vision là, transversale de la mobilité, puis du transport en commun, du transport plus large, parce que ça touche plusieurs problématiques qui ont été avancées ici. Alors, j'aimerais dire que, ce qu'on trouvait qui fonctionne bien, c'est certaines pistes cyclables. L'avènement du Bixi, ça a quand même favorisé jusqu'à un certain point la mobilité. Après ça, il y a l'ajout des dos d'âne pour diminuer la vitesse. C'est quelque chose d'important, puis ça sert d'exemple dans d'autres quartiers. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? C'est le transport axé sur la productivité. Ça veut dire quoi pour nous autres? Ça veut dire que c'est les travailleurs qui en bénéficient plus dans des heures très, très ciblées, mais que c'est en dehors de ces heures-là, c'est comme si on n'avait pas besoin de circuler. Puis, en plus, rajoutons qu'il y a les horaires, c'est ça, deviennent de plus en plus atypiques. Donc, comment tu peux assurer le transport à la fois des travailleurs, mais du reste de la population durant une journée?
OK. Des services de métro qui sont pas vraiment fiables, l'efficacité. On en veut des lignes de métro, plus de lignes de métro, mais on voudrait aussi qu'ils soient efficaces, puis qu'ils n'arrêtent pas, puis qu'on n'ait pas les petits messages qui nous disent qu'il faut être compréhensif dans la vie. Après ça, la voie ferrée, je trouve que c'est un enjeu qui... C'est ça? Une minute. Ah, OK. La voie ferrée, c'est un élément important dans la mesure où on est traversé par une voie ferrée et on voudrait avoir plus... non, ça c'est dans les solutions. Mais on trouve que c'est assez opaque, la compagnie ferroviaire, le CP. Il y a aussi l'espèce de bureau à une instance fédérale. Ça, c'est... Rappelez-vous, Lac-Mégantic, c'était bien... oui, je sais. Moi, ça me stresse. Ça me stresse. Ça fait que il y a ça qu'il faut parler de ça, le manque de stationnement pour l'autopartage. Est-ce qu'on peut passer aux solutions? Parce que là, vous avez du temps, vous avez 10 secondes pour les solutions. Non, tout le monde a 3 minutes. Je pense qu'elle pensait que c'était trop vite par personne. Si vous pouvez juste me laisser une minute, je vais juste passer rapidement les solutions et sources de revenus. Donc, rapidement, pour nous, les solutions, on va parler plus du transport collectif et transport actif. Donc, reconnaître que le transport, c'est un service public et non un objectif de rentabilité. Et pour ça, il faut aller interpeller le fédéral et commercial pour du financement public, parce qu'à la Banque d'infrastructure du Canada, c'est une fausse bonne idée. On rajoute du privé dans un objectif de rentabilité. Or, c'est un service public qu'il faut donner. Il faut aussi mettre plus d'emphase sur le transport actif et intégrer ça avec tous les modes de transport. Avoir un plan vers la gratuité des transports, commencer par certains jours dans l'année gratuitement, clientèle aussi en particulier. Et au niveau des ressources, il faut d'abord utiliser les ressources qu'on a déjà comme l'ARTM, qui est un magnifique organisme et qu'on n'écoute jamais, comme par exemple le REM. Donc vraiment planifier dans l'ensemble du Grand Montréal le transport collectif et que tous les projets de transport doivent respecter la planification de l'ARTM. Et au niveau des fonds, il y a plusieurs fonds qu'on pourrait utiliser comme le fonds vert, comme peut-être le fonds des générations si on a un objectif à long terme du transport. Donc, aller chercher de l'argent public pour un service public et respecter la planification dans l'ensemble du territoire. Bon, alors, pour famille et enfants, ce qui va planer, c'est la qualité, par exemple, des services de garde sur le plateau, la qualité des organismes familles aussi sur le plateau, la qualité des écoles primaires, les tables de concertation qui sont fort mobilisées autour des familles grand plateau, la table jeunesse. Alors, ce sont toutes des forces sur le plateau. Et je pourrais peut-être tout de suite vous dire à quoi on rêve. C'est des familles en santé pour des enfants en santé. Et donc, avoir un indice du bonheur qui soit très élevé. Pour ce qui va un petit peu moins bien, il y a l'accès à des services de garde pour les familles qui sont dites sans statut, comme les réfugiés. Souvent, c'est les garderies qui peuvent offrir ces services-là, mais encore faut-il qu'elles soient financées. Il y a aussi l'accès à des loyers assez grands et abordables pour les familles, parce qu'elles transitent, elles s'en vont vers d'autres quartiers. Et le phénomène de l'anxiété qui est très grand chez les jeunes, on en entend de plus en plus parler, c'est inquiétant chez les jeunes filles aussi. Et tout ça a probablement un lien avec la santé de la famille. On poursuit l'école secondaire, on aimerait dire l'école Jalmance, qui est un petit peu boudée. Et la connaissance des OCF, évidemment, organismes communautaires familles, c'est bien assumé plus tôt. Qu'est-ce qu'on a au niveau du financement qui serait disponible? On a le programme PASS, qui est un programme fédéral. Ce sont des enveloppes budgétaires qui vont vers les organismes communautaires qui existent depuis 1993 et qui n'ont jamais été indexés. Il n'y a pas eu de réinvestissement non plus d'argent dans ce programme PASS et les critères de vulnérabilité pour aider les familles avec ce programme-là datent pas du 21e siècle, on dirait qu'ils sont dans une autre époque. Au niveau du municipal, on a la politique de l'enfant, de la ville aussi, qui pourrait être peut-être mieux utilisée pour répondre à des enjeux qu'on vient de nommer. Excusez-moi. Oui. Une minute. Ah, ben ça va bien. OK. Alors, on pourrait réinvestir, on voudrait voir aussi un réinvestissement dans les programmes sociaux, parce qu'évidemment, quand on coupe dans les programmes sociaux, on coupe dans les services qui vont vers les familles.
On voudrait aussi voir peut-être développer des projets de programmes de passage vers les CPE, vers l'école primaire, vers l'école secondaire. Ça pourrait aider. Mettre en place une analyse de ce qui se passe au niveau des enjeux d'anxiété. Qu'est-ce qu'il crée? Rechercher donc les facteurs, rechercher en même temps des solutions, mettre sur pied des projets. Et on pourrait aussi revoir l'implication des parents, par exemple au niveau des écoles secondaires, les aider à se mobiliser et les aider à parler de ce qu'ils veulent de leur école secondaire et s'impliquer à ce niveau-là, etc., etc., etc. Merci. L'Hôtel-Dieu, ils sont bien. Vision globale, tout le monde connaît l'Hôtel-Dieu, mais je vais juste le dire, ce complexe hospitalière, il date de 100 ans, 150 ans, au pied de la montagne, c'est bien beau. On a vu hier à gauche pendant notre petite marche avec Greta. Puis, on a une vision globale pour ça, parce que c'était abandonné, entre guillemets, avec la construction de la chute, là. Elle a une grande histoire, mais notre vision globale, savez-vous que l'hôpital, la grandeur, la superficie des planchers, ça équivaut à Plaine-Marie. On ne savait pas ça. On regarde qu'est-ce qui arrive dans les autres parties du monde. Là. En Danemark, il y a un projet Christiana, elle a toutes sortes de vocations communautaires. Ben, on peut prendre ça comme modèle. Peut-être à Lisbonne, il y a des choses. À Paris, il y a des choses. On a même à Montréal, à Saint-Henri, bâtiment 7, là, vocation communautaire, intéressant, un volet qui peut nous donner et nous inspirer. L'autre élément, là, on sait dans le passé, je vois quelques cheveux gris ici, là. On a vécu des choses, on était fourrés par le secteur privé. Regarde, évitez. Qu'est-ce qui est arrivé? L'hôpital Shriners, tu te souviens là? De matin au lendemain, là, privatisé. On a perdu ressources publiques. La même affaire avec Marianapolis, un beau campus là, au milieu de la ville. Je me souviens bien, il y avait des escaliers. Tu te souviens des escaliers? Oui, c'était bien beau, on pouvait marcher là. Soudainement, en milieu de la nuit, là, comme il avait plus, là, ils ont démoli les escaliers qui donnaient accès public. Ils ont dit que, voyons donc, c'est une menace publique à la santé. Oh. Ben, c'est ça, et par ça, ils ont privatisé. Et puis, c'est qui demeure là, actuellement, là, dans les condos de luxe? Brian Mulroney, il meurt seul. Donc, il faut éviter que le capitalisme sauvage, privé, peut pas rentrer dans la formule. On a 15 ans de blablabla. Ils ont des politiciens, avec tout respect, là. Des politiciens, il faut de bons blablabla. Mais on n'a pas vu quelque chose plus fort que ça. On a un rapport du comité Saint-Urbain qui donne 40 pages de solutions possibles, des propositions, oui. Puis, il y a des négociations secrètes actuellement au niveau gouvernemental. Puis, en ce moment, nous sommes barrés d'avoir l'information. Donc, je donne le mot à madame. Plein d'espoir pour la communautaire ici aussi. Ouais. Moi, je pose des questions pour les conseillers et les candidats. Nous avons déjà vu ces exemples de privatisation rapide dans les bâtiments institutions décommissionnées. Comment pouvez-vous garantir qu'on ne voit pas de situations semblables se répéter sur le site de notre Hôtel-Dieu? Les négociations courantes de ce futur de ce bâtiment est totalement en secret pour l'instant. Alors, on va l'ouvrir, on va avoir accès à cette procédure. Quels sont les engagements politiques qu'on pourrait faire aujourd'hui pour que le transfert de ces bâtiments pourrait devenir des lieux de vocation communautaire? Des concrets exemples, peut-être un land trust, ça serait cool, que ça soit sécure de spéculation. À quoi engagez-vous maintenant? C'est tout. Super rapidement pour laisser la place aux solutions. Niveau logement, plus de mal que de bien pour l'instant. On est très content de l'annonce du 2020 et les ressources communautaires, donc les comités de logement et tout. Vous faites du beau travail. Sinon, niveau mal, on trouve qu'il manque de soutien des autres paliers du gouvernement, donc provincial et fédéral. Spéculation, beaucoup de mal. Une méconnaissance, une incompréhension des baux pour les locataires souvent. Il y a un problème de Airbnb. Il y a aussi un manque de ressources
en fait, pour permettre un accès à la justice pour les locataires, pour se défendre contre les propriétaires. On trouve également qu'il y a peu de choses qui sont faites pour prendre le bâti existant, donc les bâtiments qui existent déjà, et en faire du logement social, puis également des enjeux d'itinérance. Donc, beaucoup de personnes qui font du couchsurfing parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans un logement, donc ils finissent par vivre de divan à divan, puis les problèmes de punaise de lit. Donc, je vais passer le micro. Ok, alors là, je vais parler de ce dont on rêve. C'était plus grand rôle du comité de logement. Des logements et petits commerces, des objectifs clairs en habitation. Abolir le système de l'acceptation de l'offre du plus bas soumissionnaire pour les appels d'offres publics. On parlait aussi de l'efficacité énergétique, de l'encadrement de Airbnb, qui est un gros enjeu, façon de freiner la spéculation. Ce serait d'abolir l'augmentation sur la valeur de la terre comme telle. Que les citoyens aient plus de pouvoir direct. Et ce que ça prend pour y arriver, la volonté politique en premier lieu, qu'on s'implique tous pour interpeller les élus, pour demander des actions concrètes en matière de logement. Et on parlait de différentes lois, règlements, taxes, etc. Peut-être ajouter une nouvelle taxe, on voudrait une taxe sur les flips pour permettre de prévoir un fonds dédié uniquement au logement. Également une taxe pour les investisseurs étrangers, créer des fiducies foncières et communautaires pour procéder au rachat de logements pour que ça reste dans la communauté. Davantage de modèles de cohabitat. Donc plusieurs idées bien réglées, il ne reste plus beaucoup de temps, donc je vous invite à poursuivre la discussion plus tard. Merci.